C'est donc la deuxième Ono-classe. Alors pour celles et ceux qui n'étaient pas là, lors de la première Ono-classe, je me suis plutôt attardé sur l'émergence dans l'œuvre de Yoko Ono des formes de l'événement à partir de 1955 et en redéroulant la chronologie dans son travail de manière à montrer qu'il y avait une grande continuité entre ces installations des années 90, y compris celles qui mobilisaient Internet ou des dispositifs de type réseaux sociaux, avec ces gestes initiaux qui remontaient quelques années avant les années 60. Je l'ai replacé aussi dans le contexte de Fluxus, bref. Et pour cette séance, j'ai choisi d'être un tout petit peu plus historien, au sens le plus classique du terme, parce que il me semble qu'on beaucoup de critiques qui écrivent sur le travail de Yoko Ono, comme bon nombre de papiers qui concernent la littérature grise autour de son travail en histoire de l'art, ne méconnaissent pas, mais minorent en grande partie l'expérience de la guerre. Et ce n'est pas propre à Yoko Ono, hein, c'est une intuition que j'ai, c'est propre à l'ensemble des travaux historiographiques et critiques sur le mouvement Fluxus. Or, l'expérience de la guerre est cruciale pour cette génération. Il n'y a pas de mouvement Fluxus sans le GI Bill, c'est-à-dire pour celles et ceux parmi Fluxus, plutôt pour ceux à cette époque-là, hein, qui étaient mobilisés en Europe pour le débarquement ou qui n'ont pas forcément fait le débarquement mais qui se sont retrouvés dans des casernes en Allemagne, etc. Le GI Bill était un programme qui était financé par l'armée américaine et qui permettait à des gens de faire des études indépendamment, je dirais, de leurs avoirs financiers, ce qui est compliqué dans le système universitaire américain. C'est comme ça que bon nombre d'artistes ont pu faire des études et accéder à l'enseignement supérieur, aussi accéder, ma foi, à une intelligentsia culturelle qui était en voie de cristallisation et de formation, notamment à New York à cette époque-là, autour de figures tutélaires, notamment John Cage. C'est dans ce creuset-là que s'est formé en partie le mouvement Fluxus, pour sa partie qui est strictement new-yorkaise. Alors Yoko Ono, elle a partie liée avec cette scène-là, parce qu'évidemment, elle en est l'un des pivots assez tôt, hein, dans les années 50, souvent on a tendance à regarder le début de son travail à partir de ce moment-là. Pour différentes raisons. La première raison est une raison linguistique. Les historiens de l'art qui sont essentiellement européens ou américains qui ont travaillé sur Yoko Ono ne parlent pas japonais. Donc, ne lisent pas les sources en langue japonaise, ce qui est aussi mon cas. Donc pendant très longtemps, il n'y a pas eu de traduction de sources qui existaient côté japonais et qui étaient inaccessibles. Voilà. La deuxième chose, c'est que finalement, la guerre, l'expérience de la guerre est quelque chose qui traverse l'œuvre de Yoko Ono. Il suffit de visiter cette exposition pour s'en rendre compte. En revanche, quand on regarde la chronologie des œuvres, ça traverse de manière implicite les années 60. Ça devient explicite avec tout le travail qu'elle fait avec John Lennon au moment de leur opposition à la guerre du Vietnam, etc. Et c'est ressaisi de manière vraiment artistique dans le travail assez tardivement. C'est-à-dire dans des installations qui sont plus tardives, qui datent de la fin des années 70, des années 80 et 90. Et dans lequel des installations, vous en avez quelques exemples dans l'exposition, dans lequel on a vraiment un rapport direct à l'expérience de la guerre. Voilà Yoko Ono en compagnie de ses deux parents, Aizuke Ono, son père, et Isao Ono. Pour toutes les prononciations japonaises, je fais par avance mes excuses absolues aux gens qui parleraient japonais pour l'accent insupportable et sans doute les fautes de prononciation, si ce n'est pas plus. Alors,
je vais essayer de défendre 3 orientations au cours de cette seconde Ono-classe. La première, je l'ai déjà évoquée, c'est l'idée qu'il faut réévaluer la part déterminante de ces années d'enfance et de formation intellectuelle, a fortiori pour la partie japonaise, qui occupe une position centrale dans son travail. La deuxième assertion, c'est que de nombreuses œuvres de Yoko Ono témoignent à la fois d'un pacifisme radical, d'un engagement post-national qui font écho à un état d'esprit qui était celui des néo-avant-gardes des années 50-60, mais qui sont aussi l'occasion pour elle d'une ressaisie de traumas liés à l'épreuve de la guerre. L'idée, c'est non pas de faire de l'histoire sociale de l'art, mais d'essayer d'approcher une histoire artistique du monde social, c'est-à-dire de partir des œuvres aussi pour voir comment quelque chose de l'ordre d'une reformulation artistique d'un événement historique est produit dans l'œuvre et quels effets ça génère sur les spectateurs, le public, voir quel rôle ça tient dans la biographie de l'artiste. Et puis la troisième assertion, c'est que dans cette dialectique entre l'expérience de la guerre, le travail et la très grande longévité artistique de Yoko Ono, il y a aussi une posture ou une figure ou un positionnement social de l'artiste qui, d'un positionnement typique des néo-avant-gardes, annonce un positionnement qui est aujourd'hui extrêmement courant dans le champ de l'art contemporain, qu'on pourrait qualifier de la position de l'artiste à l'ère globale, c'est-à-dire d'une position qui prend en compte les dynamiques de flux qui trament notre monde contemporain, flux visuels, flux linguistiques, flux économiques, etc. Et sans doute que c'est un petit peu la thèse que j'essaye de défendre, la dimension post-nationale, voire cosmopolite, qui est affirmée dans son travail, eh bien, elle permet de faire, si vous voulez, il y a une très grande continuité entre l'expérience de la guerre et cette situation de l'art à l'ère globale, dans laquelle elle s'est sentie comme un poisson dans l'eau à partir des années 90, précisément parce qu'il y avait déjà... Voilà les 3 grandes orientations de l'exposé de ce soir. Alors, il faut peut-être déjà dire qui est Yoko Ono. Yoko Ono est une fille de la très haute noblesse japonaise. Elle fait partie d'un clan. Vous savez que le Japon a été pendant plusieurs siècles structuré socialement, politiquement, je veux dire, toutes les échelles de la société sous un modèle féodal, et la société est divisée en clans. Des clans sur lesquels règne une famille souvent quasi exclusivement noble, hein, c'est-à-dire que ce sont des descendants de samouraïs de très très longues, qui ont des quartiers de noblesse, comme on disait naguère, sur des générations et des générations. Et en ce qui concerne Yoko Ono, elle fait partie du clan Yasuda. Son grand-père, dont vous voyez 2 portraits, l'un à l'européenne et l'autre en costume japonais, c'est Zenziro Yasuda. Il est né en 1838 et il est mort assassiné en 1921. Alors, c'est très important de comprendre qui était ce grand-père maternel, parce qu'il a eu un rôle important dans l'histoire politique et économique du Japon. Il était donc le dépositaire de ce clan Yasuda, et les différents clans se sont partagés l'économie japonaise au fil des siècles, de sorte que dans les années 30, on parle en anglais, on dit « the Big Four », et il y a 4 clans qui contrôlent l'ensemble de l'économie japonaise. Et le clan Yasuda, depuis la restauration Meiji, s'est fait une spécialité des activités bancaires.
Ils ont fondé la banque Yasuda de Tokyo, qui est l'ancêtre de la banque Fuji. Alors tout ça était parti à l'origine d'un travail sur le commerce des étoffes, qui est devenu un travail de prêt bancaire, etc. Et dans les années 30, les différents systèmes bancaires Yasuda gèrent la plupart des transactions financières du Japon impérial à l'étranger et à l'intérieur. Il faut voir que ces 4 clans dans le système impérial japonais, c'est un peu comme la fronde en France à une autre époque, c'est-à-dire que ils sont importants pour la structuration sociale de l'économie, etc. En revanche, le pouvoir impérial centralisé voit toujours d'un œil extrêmement suspicieux ces clans puissants, notamment les 4 clans les plus puissants, qui pourraient très bien, à l'occasion d'une faiblesse de la famille impériale, renverser le pouvoir et prendre le pouvoir. L'histoire impériale du Japon est traversée de ce type de revirement dynastique, etc. Dans les années 30, souvenez-vous de vos cours d'histoire, le Japon fait face à la montée d'un ultranationalisme militaire qui structure son pouvoir sur une vision absolutiste du pouvoir impérial japonais. Et le militantisme ultranationaliste voit d'un très mauvais œil les différents grands clans, notamment les grands clans qui n'ont pas fait allégeance à la vision ultranationaliste qui est en train d'émerger, notamment dans l'armée japonaise. À la différence du fascisme italien, le fascisme nationaliste japonais est un fascisme qui est intégralement structuré sur l'armée. C'est-à-dire que l'armée contrôle tous les éléments de la société, la scolarité, le rapport au religieux, le rapport à l'administration. C'est vraiment la hiérarchie militaire et la structuration militaire qui gouvernent la société au moment de cette montée du fascisme nationaliste au Japon. Et Zenjiro Yasuda va s'opposer à la montée de l'ultranationalisme, un ultranationalisme qui a d'ailleurs des accents anticapitalistes et qui combat le clan Yasuda précisément à partir de positions nationalistes et anticapitalistes, en prétextant que le clan Yasuda est un clan qui affaiblit l'identité nationale japonaise par les échanges, etc. C'est une vieille ancienne du nationalisme qu'on connaît aussi en Europe avec d'autres cibles. Bref. Par un jour de 1921, il est abordé par un militant ultranationaliste assez connu à l'époque qui, en gros, lui demande de l'argent. Il y a un système de corruption. Il refuse et il va être assassiné par ce militant. Donc en 1921, la tête du clan Yasuda est décapitée par un assassinat politique. Le clan Yasuda va survivre à ça. En revanche, dans ce clan-là, il va être traversé par des problématiques chez ses différents membres de loyauté ou de confrontation vis-à-vis du pouvoir impérial et du pouvoir militaire, notamment pendant la période de la guerre. La banque dans laquelle travaille le père de Yoko Ono est une banque d'affaires internationale. Cependant, pendant la guerre, l'ensemble de l'économie et l'ensemble des clans est obligé de travailler à l'effort de guerre, c'est-à-dire que c'est aussi une banque qui va travailler à financer la construction de l'industrie de l'armement. Voilà. Alors, cependant, le père de Yoko Ono, Aizuke Ono, est aussi un peu en rupture de ban vis-à-vis du clan. Il a eu une vocation contrariée. Finalement, les clans, et en fonction de la position que vous occupez dans le clan, vous avez des obligations sociales extrêmement fortes.
Et enfin, lui aurait voulu devenir pianiste. Il était pianiste virtuose. Il a une formation de pianiste classique extraordinaire. Et il aurait voulu en faire son métier. Il n'a pas pu le faire. Donc, il a travaillé en tant que haut cadre, dirigeant des différentes banques Yasuda, en changeant de fonction en fonction des postes, des années et des enjeux qui étaient ceux du clan. Cependant, ça a permis quand même à cette famille d'avoir une vie relativement internationale, puisque dès Yoko Ono naît en 1933, 2 ans plus tard, elle rejoint son père à San Francisco. À San Francisco, il dirige un certain nombre d'opérations financières pour la banque Yasuda, la filiale de la banque Yasuda, dont j'ai oublié le nom, enfin bref, passons. Et il va emmener sa famille en fonction de ses pérégrinations professionnelles, beaucoup aux États-Unis, un peu en Chine. Voilà. L'extraction sociale, pardon de ce gros mot, de Yoko Ono va lui assurer aussi une éducation de premier plan. Une éducation dans les écoles réservées à la noblesse et à la noblesse impériale. Yoko Ono a été en classe avec l'actuel empereur, pardon, dont j'ai oublié le nom, mais qui était le prince, je ne sais plus comment, le fils de l'empereur Hirohito. Elle n'a pas été... voilà, bon, bref. Voilà, par exemple, la princesse Tero qui se rend à l'école Gagushin, c'est en 1934. L'école Gagushin, c'est une école d'élite. Donc, comme toutes les écoles d'élite, il y a un enseignement très poussé dans différentes langues étrangères. Des enseignants de très très grande qualité, mais aussi un rapport à l'étiquette. C'est un lieu où on respecte l'étiquette de la noblesse, donc avec des codes comportementaux, des codes sociaux extrêmement prégnants dans les rapports sociaux entre maîtres et élèves, et entre élèves eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas le même rang. Un élève prince n'a pas le même rang qu'un élève noble, comme Yoko Ono, donc il y a aussi des... dans lequel on apprend aussi à tenir son rang, c'est-à-dire à mobiliser toutes les compétences sociales, cognitives, qui font de vous un aristocrate et qui manifestent votre rang dans l'ensemble des interactions sociales. Et c'est aussi dans le Japon impérial, dans cette période de l'avant-guerre, un endroit où on assigne une place très claire aux femmes. Bien sûr, il faut qu'elles tiennent leur rang. Bien sûr, ce sont des femmes de la très haute aristocratie, donc elles ont accès à la culture, à l'élite intellectuelle, mais cependant, elles n'ont pas le même rôle social que les hommes. Et c'est aussi un espace où voilà, il y a d'un très grand, extrêmement normatif. Et c'est dans ce cadre-là que Yoko Ono va grandir, avec des pérégrinations et un ballottage qui répondent aux aléas de l'entrée en guerre, etc. Pour vous donner un petit aperçu, elle rejoint son père aux États-Unis en 1933 et de 1933 à 1937, elle accède à un enseignement américain dans des écoles chrétiennes en langue anglaise, ce qui explique son bilinguisme parfait parce que dès son enfance, elle a eu un enseignement dans les deux cultures. Elle a un oncle qui a été le premier ambassadeur aux États-Unis. En 1937, de 1937 à 1940, elle regagne Tokyo et donc elle va être scolarisée à la Gakuchuin, à l'école Gakuchuin. Vous rentrez à la maternelle, vous sortez à l'université, c'est vraiment l'école impériale. C'est à côté du palais impérial. L'empereur ou ses enfants n'ont qu'à traverser la rue pour rentrer dans l'établissement. Et bon, c'est voilà, le grand établissement d'élite.
Elle va repartir à New York en 1940 avec ses parents, mais là, ses parents se trouvent en butte à un problème auquel se trouvaient en butte tous les Japonais sur le sol américain dans les années 40. On est peu de temps avant Pearl Harbor. Et entre l'entrée en guerre, etc., vous savez que les Américains commencent à voir comme un ennemi de l'intérieur les Japonais installés sur le sol américain, de sorte que pendant la guerre, les États-Unis vont promulguer un certain nombre de lois d'expulsion de compatriotes qui avaient la double nationalité japonaise et américaine, ou de Japonais. Donc, ils arrivent à New York sans doute dans l'idée d'échapper en partie à la guerre, mais finalement ils sont ramenés à Tokyo, et puis le père de Yoko Ono a des obligations vis-à-vis de son pays. Donc lui va travailler à Hanoï, mais la famille va vivre à Tokyo jusque quasiment à la fin de la guerre, et va donc vivre les terribles bombardements de la fin de la guerre. Les bombardements sur Tokyo ont fait 100 000 morts, c'est quand même plus de morts que Nagasaki et Hiroshima. Et à l'occasion des bombardements, les Américains ont testé les premières bombes au napalm et les bombes incendiaires avec un argument massu, qui était que, à l'exception des bâtiments officiels qui étaient en pierre, en béton, en tout ce qu'on veut, l'habitat, y compris dans une très grande ville comme Tokyo, était encore essentiellement en bois. Et ces bombes incendiaires ont fait des ravages terrifiants parce que le feu se propageait très très vite. Donc Yoko Ono a vécu les bombardements. Alors c'est sûr qu'elle l'a mieux vécu que le Tokyo de base, le Tokyoïde de base qui n'avait pas accès à des bunkers privés, etc. Mais enfin, 1945, elle a 12 ans. C'est une situation terrifiante pour n'importe quel enfant de cet âge. Ils sont obligés de fuir dans la montagne. Et dans la montagne, elle raconte dans plusieurs entretiens que elle se retrouve, fille de la grande aristocratie, avec son frère, en butte à des gamins, des villageois qui se moquent d'eux, etc. Puis ils sont partis avec des brouettes et avec quelques effets qui valaient beaucoup d'argent à l'époque, qu'ils troquent contre du riz pour survivre jusque quasiment en 1946. Et le père de Yoko Ono, c'est encore un peu nébuleux, je n'ai pas de fait pour en attester, mais il paraîtrait que durant cette période, lui était prisonnier en Indochine. Donc c'est ça qui est quand même central au début et qui est central à plusieurs niveaux. La première chose, c'est que Yoko Ono dit dans des entretiens, mais elle y réfère dans énormément de pièces aussi, le ciel. Elle a une phrase dans un entretien sur cette période où elle dit ils ont connu la malnutrition, vraiment la faim terrible, la peur de la mort, etc. Le seul point de ralliement, d'accroche, la seule chose qui lui permettait une forme de soutien psychologique, c'était de regarder le ciel. D'ailleurs, la vision du ciel était, dans cette période, le seul élément sur lequel elle accrochait quelque chose de positif dans un événement qui a dû être un traumatisme comme il l'aurait pu être pour n'importe qui. Voilà une vue de la ville de Tokyo après les bombardements. Donc le retour à Tokyo n'est pas évident non plus. D'autant que les États-Unis se sont attaqués à la pyramide et à la structuration sociale du pouvoir ultranationaliste, militaire et impérial. Ils n'ont pas destitué Hirohito, mais ils lui ont enlevé quasiment tous ses pouvoirs. Et en 1946, mu par une double motivation, qui est une motivation, à la fois il faut diviser pour mieux régner, c'est-à-dire l'envahisseur américain dit, plutôt que d'avoir 4 grands conglomérats qui se divisent toute l'économie japonaise,
on va obliger ces grands clans à céder leurs avoirs à des nouveaux entrepreneurs, et on va obliger les membres de ces clans à ne plus être membres des conseils de surveillance, des conseils d'administration et des instances dirigeantes, ou d'occuper des fonctions dans les grandes banques d'affaires. Voilà. La deuxième motivation des Américains, c'est que les Américains, on est 20 ans après la crise de 29, le New Deal, c'est too big to fail. Non, c'est pas too big to fail. Au contraire, les conglomérats et les trusts leur font peur parce qu'ils fragilisent l'économie. Et donc, ils vont se livrer à une reconstruction digne du plan Marshall en Europe, du Japon, avec différents leviers structurels, la réouverture d'universités et la création d'universités qui ne sont plus des universités privées liées au pouvoir impérial ou à la survivance de la culture militariste, etc., qui était enseignée dans ces écoles. Donc ils vont ouvrir toutes les universités publiques japonaises ont émergé entre 1946 et 1947, souvent avec des financements étrangers, essentiellement américains. L'idée des États-Unis, c'est comme en Allemagne, c'est mettre beaucoup d'argent dans la reconstruction, dans une reconstruction rapide, et tout faire pour structurer un pays dans lequel un rapport à la liberté qui produise des effets de pacification d'une société qui était entièrement militarisée et dans lequel, sur la fin de la guerre, les enfants dans les campagnes construisaient des bombes ballons, etc. Il y avait vraiment un enrégimentement de l'ensemble de la société en direction de l'effort de guerre, y compris les artistes. Et il faut basculer sur le volet artistique. Le Japon des années 1910-1930 est un pays extraordinairement ouvert à une multitude d'influences dans lequel il y a des avant-gardes qui sont en rapport avec les mouvements surréalistes européens, le Bauhaus, etc. Il y a une vitalité littéraire, musicale, artistique extraordinaire et une modernité, une scène moderne qui se structure au Japon dans les années 20-30. La montée de l'ultranationalisme s'accompagne évidemment, comme dans la plupart des cas qu'on connaît en Allemagne, en Italie à cette époque-là, de la défense et de la promotion d'un art nationaliste, anti-moderne, et qui, au fond, joue sur les mêmes critères et les mêmes bases que ce qui va se développer dans l'art fasciste européen de cette époque, c'est-à-dire primauté du réalisme, et d'un réalisme qui exalte une vision guerrière. Voilà. Donc il y a une peinture de guerre japonaise pendant les années 40, pendant la guerre, qui n'a rien à envier en horreur à la troisième vague de la peinture futuriste italienne, ce qu'on a appelé l'aéropeinture, où vous avez des points de vue d'avions en piqué qui mitraillent des ennemis, etc. Donc une peinture de guerre, et puis un certain nombre d'actes du pouvoir militaire qui consistent à supprimer les revues ou à interdire la parution de la plupart des revues artistiques entre 1939 et 1942, supprimer tous les salons d'exposition, enfermer les artistes qui s'affichent aux côtés, qui affichent une proximité avec des mouvements avant-gardistes étrangers, donc les surréalistes japonais. Voilà. Donc la modernité est mise sous le boisseau, et au fond, quand les États-Unis reprennent la main dans les années 40, leur premier souci, ça va être de financer et d'aider à l'émergence et à la ressaisie d'une histoire de l'art moderne du Japon. Donc ils vont mettre beaucoup d'argent, des fondations privées américaines, etc., pour ouvrir le musée national d'art moderne à Tokyo, très vite dans l'immédiate après-guerre,
pour reconnecter cette histoire avec l'histoire de l'art moderne. L'art moderne, dans les années 40 et dans le plan général du plan Marshall, est une arme de guerre culturelle pour les États-Unis. Il s'agit, pour le dire avec des termes un peu gramsciens, de construire l'hégémonie culturelle d'une idée de la liberté, de la promotion de l'individu, etc., qui empêche les conflictualités. Voilà. Donc c'est un plan politique avec des leviers économiques, culturels, institutionnels. Et au fond, quand Yoko Ono, quand l'école impériale réouvre, mais comme une simple université privée dans les années 40, eh bien, elle réouvre à un moment où les enjeux sont des enjeux liés à la modernité. Elle va faire 2 semestres de philosophie en 1951 à l'université Gagoshui, 2 trimestres de philosophie dans lesquels elle est moins au contact de la pensée du shintoïsme ou de la pensée classique japonaise que de l'exploration du marxisme et de l'existentialisme. On y lit et on y commente Karl Jaspers, Martin Heidegger et Jean-Paul Sartre. Donc c'est important parce que quand bien même dans l'existentialisme, l'existentialisme est une étiquette qu'on a collée sur des auteurs avec des œuvres extrêmement différentes, sans être un philosophe professionnel, on peut quand même voir dans cette idée que l'agir, l'existence prime sur une réflexion métaphysique ou sur une réflexion sur l'ontologie des objets. On voit bien aussi ce qui a pu attiser chez Yoko Ono cette propension ultérieure vers la performance, vers la réunion de l'art et la vie, qui, soit dit en passant, est le programme commun de Fluxus, et c'est exactement la même chose qu'on étudie quand on est à l'université aux États-Unis à cette époque-là. Ben Patterson le dit très bien dans les années 50, ce qu'on étudiait sur les campus américains, c'était Jean-Paul Sartre. C'était Jean-Paul Sartre, la première vague de la Fringe Theory. Ce qu'on étudiait, c'était Jean-Paul Sartre et cette idée de l'être jeté dans les circonstances de l'histoire, etc. L'idée que la liberté n'a pas de fondement métaphysique, elle n'a pas d'autre fondement qu'elle-même. C'est dans l'individu, dans son rapport au monde que se construit la liberté. Plusieurs artistes Fluxus disent bien qu'il y a, sans être philosophe, il y a quand même quelque chose qui a résonné avec le projet artistique de Fluxus. Donc, c'est tout ça qu'il faut réenvisager. Parce que quand Yoko Ono quitte le Japon, elle quitte le Japon sans doute aussi pour échapper à quelque chose qui perdure dans la société japonaise de l'époque, c'est un rapport très normatif à la position des femmes, et quand bien même le Japon a perdu la guerre, etc., l'aristocratie existe toujours, il y a des survivances de l'aristocratie, et elle a été, elle ne cesse de le rappeler, la première femme acceptée dans le département de philosophie de cette université depuis que cette université existe, depuis à peu près 2 siècles, non, peut-être pas, ça doit dater de la restauration Meiji, mais enfin, mais cependant, elle n'y est pas très à l'aise. Elle n'y est pas très à l'aise. Ce qui l'intéresse, c'est de faire voler en éclats ce système. Et au fond, quand ses parents partent aux États-Unis, elle les suit bien volontiers et elle va trouver au Lawrence College et dans ses études aux États-Unis un rapport beaucoup plus simple, direct à la création. Elle va quitter la philosophie et suivre des cours de creative writing, comme on dirait aujourd'hui, d'écriture littéraire ou d'écriture de création, littéraire et pas que. Elle va suivre des cours de musique, elle va suivre... voilà. Et elle quitte aussi l'enseignement du piano classique qu'elle pratiquait depuis quasiment ses 4 ans
pour rentrer en contact avec l'avant-garde musicale de l'époque et Isshin Miyagi, son premier mari dans les années 50. Bon. Son rapport avec ses parents se tend beaucoup à cette époque-là, parce que quand bien même ses parents vivent aux États-Unis, sont eux-mêmes en rupture avec... ils voient d'un mauvais œil les compagnons de leur fille et ils ne cessent de lui rappeler qu'elle doit tenir son rang et qu'elle ne peut pas, en tant que fille du clan Yasuda, côtoyer des gens de basse extraction. Elle doit tenir son rang et on est fin des années 50, début des années 60, c'est encore très prégnant et elle, évidemment, va trouver un contre-pouvoir absolu dans la vie de bohème new-yorkaise de la fin des années 50 et du début des années 60, qui est le foyer dans lequel elle va faire voler en éclats ce rapport-là, à la place des femmes, aux hiérarchies sociales, aux normes. Elle va traverser une décennie, voire même, on va dire, de 55 à 69, dans lequel la guerre est quelque chose qu'elle enfouit dans un coin. Les œuvres de cette période n'en parlent pas explicitement. On peut, de manière métaphorique, voir, ou de manière métonymique, mais vraiment au second ou au troisième degré, voir quelque chose qui réfère à la guerre. Mais au fond, quand elle convoque le ciel, à cette époque-là, c'est le ciel tout seul, c'est pas encore les puzzles du ciel dans les casques renversés, c'est pas encore, elle n'utilise pas encore si directement un matériau qui est celui de l'iconographie de la Seconde Guerre mondiale. Vous en avez maintes exemples dans cette exposition. Il y a des pièces très fortes, notamment ces manteaux qui sont au deuxième étage, dont elle dit sur le cartel que ce sont les manteaux qui avaient été inventés pour les intellectuels dans la Vienne dans la Vienne moderne, et sont des manteaux troués de balles, qu'on regarde à travers une longue vue inversée, ce qui démultiplie la distance vis-à-vis de ces manteaux. Donc là, dans ces œuvres qui sont beaucoup plus récentes, elle revient, elle fait retour avec l'âge sur le trauma initial et voilà. Elle en parle très peu. Vous savez que ces récits, on appelle ça généralement en histoire de l'art des récits autorisés, c'est-à-dire des récits qui sont des récits fondateurs et qui accompagnent la signification des œuvres, qui ne sont pas toujours implémentés dans les œuvres, mais qui sont un récit qui est en bordure de l'œuvre, qui est un récit porté par l'artiste et sans lequel l'interprétation de l'œuvre est quand même difficile. Et parmi les récits autorisés, celui que je vous ai raconté là, sur le rapport au ciel, dans le moment le pire qu'elle a traversé dans son existence, le plus tragique aussi, avec les morts, voilà, c'est ce rapport au ciel. Bon. Dans ces années-là, ce qui la préoccupe davantage, c'est, j'en avais un peu parlé dans la première séance, que ses amis japonais la trouvent trop américaine et ses amis américains la trouvent trop japonaise. Elle préférait n'être ni japonaise ni américaine. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très clair assez tôt, c'est-à-dire dès la fin de la guerre, c'est que la nation est quelque chose de dangereux. Et que la structuration, la construction de l'État-nation, des imaginaires sociaux qui l'accompagnent, notamment les différentialismes que ça construit, sont un danger absolu. Et ça, c'est quelque chose qu'elle partage avec toute la génération des artistes de cette époque, de Fluxus, qui ont fait la même expérience qu'elle. Prenons un exemple français que je connais bien, Robert Filliou. Robert Filliou, il était liquidateur dans les maquis FTP à 17 ans dans le Gard. Il a participé aux 2 batailles de libération du Gard. Il a refusé 2 fois la Légion d'honneur. Il a terminé la guerre comme sous-lieutenant de l'armée française libre.
Néanmoins, c'est le même Robert Filliou qui, dans les années 60, vous dira « Territoire de la République géniale, surtout, fini la nation, quoi, hein, terminé. La nation est le lieu du nationalisme et le lieu de la construction. Il y a quelque chose de vicié dans l'ADN même de l'État-nation qui produit, qui engendre nécessairement des conflits voilà, qu'ils ont éprouvés dans leur chair et donc il ne veut plus en entendre parler. » Alors, c'est ce que je disais aussi et je me permets de le redire, c'est un peu militant. On a tendance avec le temps à regarder les artistes de cette génération, là en 2016, comme d'affreux Babacool, un peu premier degré, un peu voilà, qui nous colle des petits nuages, des oiseaux, etc. Non seulement la société de l'époque était encore en guerre, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la guerre du Vietnam, il y a eu la guerre froide. La guerre froide, c'était la menace permanente, notamment sur le sol américain, l'entretien de la peur nucléaire permanente, hein, de la destruction permanente des vies. Donc ce rapport à la peur fait que il y a une puissance critique et il y a un enjeu critique dans l'affirmation pacifiste qu'on a du mal à percevoir aujourd'hui et qu'on perçoit comme quelque chose d'un peu, voilà, un peu évanescent, un peu premier degré, alors que voilà, ça s'est construit dans les épreuves de la guerre, c'est des gens qui ont éprouvé la guerre et qui en sont ressortis avec des convictions très fortes et très tranchées sur la question. Half a Room, 1967. Dans cette œuvre-là, deux choses. La première, c'est un élément du vocabulaire de Yoko Ono que vous trouverez, qui traverse toute son œuvre, le blanc. Elle dit, dans un article de cette époque, « Je suis incapable de penser en couleur. Je fais tout en blanc. Ceux qui achètent mon travail peuvent très bien, eux-mêmes, mettre les couleurs qu'ils veulent dessus. Ils peuvent peindre les œuvres, repeindre les œuvres, etc. » Le blanc est une forme de détermination et tout son travail va chercher à déjouer les déterminations, et notamment les déterminations qui pourraient s'apparenter à des déterminations culturalistes, c'est-à-dire la renvoyer à une entité supposément homogène qui serait la culture japonaise d'un côté, ou la renvoyer à une culture supposément homogène qui serait la culture anglo-saxonne et a fortiori américaine de l'autre. Tout l'enjeu de son œuvre, c'est de dire il y a eu quelque chose d'irréductible qui est la singularité des individus et la singularité du travail et de la parole de chaque artiste, mais en revanche, cette singularité ne peut pas s'enfermer dans des codes culturels, etc. Donc tout ce qui va s'apparenter à l'enfermement dans des codes, elle va toujours, si vous voulez, prendre des phénomènes dont on pense qu'ils sont assignés à un territoire, à une culture homogène, etc., pour les emmener ailleurs. C'est ce qu'elle fait avec les arbres à vœux, qu'elle multiplie un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'elle oblige des gens qui ne connaissent pas ces pratiques rituelles, déjà elle déritualise d'un point de vue religieux ces pratiques, elle les charge d'un rituel poétique, elle les recharge d'un rituel esthétique, et en revanche, la grammaire de ce rituel est une espèce d'universel interchangeable qui fait que vous soyez coréen, japonais, français, etc., l'œuvre est immédiatement lisible, l'œuvre est immédiatement appréhendable et l'œuvre est immédiatement activable. Le blanc a quelque chose de cet ordre-là comme fonction, c'est-à-dire que la couleur obstrue le rapport à la pensée, parce que dans la couleur se produisent des assignations culturalistes ou des biais de lecture qui pourraient enfermer le propos. Cette œuvre est évidemment une métaphore, et je crois que l'ensemble de l'œuvre de Yoko Ono, et c'est peut-être ce qui fait sa spécificité dans Fluxus, c'est son rapport extrêmement fort à la métaphore. Pardon pour la...
ces œuvres ont une dimension événementielle, c'est-à-dire que des œuvres qui seraient des objets, des installations ne sont jamais figées, elles sont toujours remises en travail, chaque exposition étant un moment dans lequel l'œuvre est recontextualisée, rejouée, réamendée, réactivée. Deuxièmement, tiens, j'ai perdu le fil de ma pensée, peu importe. Je reviens sur Alpha Room. Alpha Room, c'est essayer de vivre dans une pièce dans laquelle tout est coupé en deux. Oui, voilà, l'aspect métaphorique. C'est assez symptomatique de l'état d'esprit des années 60 dans lequel elle a circulé très intensément entre les scènes des néo-avant-gardes japonaises, avec un certain nombre d'acteurs pour lesquels elle a fait le rôle de pivot. Je pense à beaucoup d'artistes japonais qui vivaient au Japon et qui, à travers Yoko Ono, ont pu avoir accès à George Mashunas ou à John Cage. C'est-à-dire qu'elle a joué dans les modes de sociabilité artistique et dans la construction d'un pont international entre les scènes japonaises et new-yorkaises, elle a été un pivot extraordinaire. Elle a performé au Japon avec John Cage, mais aussi avec The High Red Center, avec des groupes japonais activistes des années 60, et il y en a eu un certain nombre, je vous les citerai tout à l'heure, et elle, ayant déjà un pied aux États-Unis, parlant très bien l'anglais, etc., servait aussi d'intermédiaire à la structuration d'une tête de pont entre... voilà. Et c'est comme ça que le Fluxus s'est constitué en tant que réseau. Il n'y a pas Internet. Il y a le courrier, les événements artistiques et des individus qui jouent un rôle de pivot. Jonas Mekas a été un autre sorte de pivot entre la diaspora lituanienne et les néo-avant-gardes américaines new-yorkaises. Jonas Mekas est celui qui prête des caméras à Andy Warhol pour que Andy Warhol fasse ses films, mais c'est aussi lui qui prête les caméras de Yoko Ono pour que Yoko Ono fasse les différents films qui sont projetés dans cette salle tout au long de la journée, par exemple, ou deux films que vous voyez dans l'exposition qui sont très importants, Fly, et puis aussi le Flux Film No. 5, c'est Smile, où on voit un sourire apparaître de manière extrêmement lente sur un portrait filmé en gros plan de John Lennon. Elle filmait avec une caméra scientifique qui permettait de filmer, vous voyez, des insectes qui vont trop vite ou des pétales, enfin une fleur qui éclot. Donc le film fait une quarantaine de minutes, alors que le sourire s'éclaire sur un visage en une fraction de seconde. Elle étire le temps de manière à rentrer dans l'épiphanie de l'événement, dans l'émergence de l'événement. Mais je reviens à ce rôle de pivot. Donc elle joue le pivot entre différentes scènes, comme Jonas Mekas a fait le pivot entre George Mashunas et par exemple son frère et lui, et l'articulation, toute la scène du cinéma expérimental new-yorkais est née dans cette diaspora. Et puis Yoko Ono fait ce travail-là beaucoup avec les artistes japonais. Mais elle vit une espèce de schizophrénie, dont témoigne métaphoriquement peut-être cette pièce, une pièce coupée en deux, c'est-à-dire qu'elle est vue par ses amis japonais comme quelqu'un qui est à distance, qui est déjà une américaine, qui est trop américaine, qui n'est plus en phase avec ce qui se fait au Japon. Elle est vue par les Américains comme quelqu'un qui est une japonaise, avec tout les quiproquos interculturels qu'il peut y avoir là-dessus. On a passé pas mal de temps dans la première de nos classes sur le rôle de John Cage, du rapport au bouddhisme dans l'émergence de Fluxus. Yoko Ono, les cours de John Cage la faisaient doucement sourire. Le rapport de la classe moyenne américaine, de la nouvelle intelligentsia via Daisetsu Tairo Suzuki, la relecture à l'européenne et à la nord-américaine de la philosophie zen, etc. Bon, ça va pour les New-Yorkais Kabiso, mais elle avait beaucoup de mal par rapport à ça.
Donc elle n'est vraiment pas raccord avec ce genre de choses et elle est dans des tensions, dans des conflictualités intellectuelles, interculturelles, etc. Et elle est au cœur de dynamiques contradictoires. Voilà. Elle est dans un espace ambigu, inconfortable, coupé en deux. Mais dans son travail, il y a toujours deux dimensions fondamentales. La première dimension fondamentale, c'est chaque œuvre de Yoko Ono est une expérience de pensée, propose une expérience de pensée. Peut-être ce qu'il lui reste de ses 2 semestres de philosophie à l'université. Des expériences de pensée qui ont vocation à transformer un rapport au monde, à amender des cheminements cognitifs, à transformer sa vision, à transformer son rapport aux choses. Et la deuxième caractéristique des œuvres de Yoko Ono, c'est de produire aussi des formes qui sont appréhendables indépendamment de toute assignation à un territoire, à un pays, à une nation. Donc dans son vocabulaire, elle va beaucoup travailler sur les circulations, tout ce qui relève des circulations, des flux, tout ce qui relève d'une plasticité presque liquide. Elle fait souvent référence à l'eau, à l'air, au feu. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça relève d'une esthétique de l'impermanence liée au bouddhisme, parce que d'une part, le bouddhisme japonais, ça n'est pas le bouddhisme chinois, et encore, dans le bouddhisme chinois, il y a autant d'écoles quasiment qu'il y a de monastères. C'est extrêmement compliqué. Je suis ni sinologue, ni historien des religions, donc je ne m'aventurerai pas de ce côté-là. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ce qui structurait l'enseignement dans les écoles et dans son milieu familial, c'est le confucianisme et le shintoïsme. Le shintoïsme parce que c'est la religion impériale, et le confucianisme parce que c'est une religion de l'ordre social, et notamment qui structure le rapport maître-élève. Voilà. Et on comprend qu'elle n'a pas spécialement envie de faire référence à ça dans son travail. Donc elle va déplacer les choses. On a tendance à voir une influence des philosophies orientales dans l'œuvre de Yoko Ono. Je ne suis pas si sûr. Au contraire, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a une prise de distance vis-à-vis voilà. Mais il y a des cheminements contraires dans Fluxus. Il y a des gens comme Brecht qui, eux, vont vraiment aller, ou des gens comme Filiou qui vont vraiment devenir bouddhistes, pratiquants, religieux, et qui vont servir du bouddhisme comme une manière d'amender l'esprit européen et de trouver d'autres cheminements cognitifs dans le rapport à l'objet, dans le rapport à l'événement, une autre manière de penser le monde. Et elle fait un peu le chemin inverse. Elle va trouver dans les néo-avant-gardes des manières de cheminer différemment. Alors bien sûr, elle va apporter sa propre touche. Abolir aussi tout ce qui reviendrait à dualiser le monde ou à produire quelque chose dans le périmètre de l'art qui relèverait de l'agonique, de l'affrontement, du polémique, de la polémologie. Vous en avez de très beaux exemples au premier étage. White Chess Set, c'est une pièce qui date de 1966, qui est donc remobilisée et reconstruite sous de multiples formes depuis cette période. C'est un jeu d'échecs auquel on vous invite à jouer, mais toutes les pièces sont blanches. Alors si vous avez fait l'expérience, en début de partie, ça ne marche pas trop mal. C'est-à-dire que voilà, quand on avance les pions, qu'on a encore... Quand l'échiquier commence à être un peu complexe et que vous avez attaqué derrière les lignes avec votre cavalier, qu'en position pour occuper le noyau central, vous avez une compétition de pions, très vite, les choses deviennent complexes. Et là, il y a deux solutions. Soit vous arrêtez de jouer, soit vous changez votre manière de jouer. C'est-à-dire que vous
présupposer bonne la pièce que vous jouez au moment où vous la jouez, par exemple, même si ça n'est pas la vôtre. Et inversement. Ce qui donne des choses extrêmement intéressantes, mais des parties aussi un peu longues. Ce qui fait d'un jeu qui est une répétition de guerre, hein, le jeu d'échecs a été créé comme un jeu qui était associé à l'art de la stratégie militaire, etc. Vous voyez bien que c'est une attaque à la racine même d'un des fondements de la stratégie militaire. C'est-à-dire ne plus voir le champ de bataille comme la structuration binaire entre deux camps, mais construire au fond une coopération vers un jeu qui bifurque sur quelque chose de totalement ouvert, dans lequel, au fond, il n'y a plus d'affrontement au bout d'un moment. C'est presque une chorégraphie de pièces. Alors, simplement en 66, là encore, dans ce jeu-là, ça n'est que vraiment au deuxième ou au troisième degré, que c'est bien parce que j'ai remis en perspective tout ça avant que je vous emmène à voir cette pièce sous cet angle-là. Il n'est pas évident qu'en 66, dans une exposition Fluxus, on aurait vu cette pièce sous cet angle-là. Mais j'essaie de vous amener dans cette logique biographique, hein, c'est-à-dire de voir aussi ce qui a traversé l'œuvre de Yoko Ono. Helmet, Pieces of Sky. Ça, c'est une version de 2001 qui a été montrée au Baltic Center for Contemporary Art. C'est une pièce assez forte qui joue sur quelques paramètres plastiques d'une simplicité extraordinaire. Des casques, et là, le déterminant guerrier historiographique, il est là très nettement. D'autant que ce sont des casques qui s'apparentent à des casques anglais, hein, qui étaient portés par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, des casques retournés. Casque retourné me fait penser à une opération bien duchampienne. Quand Duchamp produit le geste de Fontaine pour déconstruire et transformer le régime de regard qu'on porte sur cet objet, il fait deux choses. Il sort l'objet de son contexte, identique ici. La deuxième chose, c'est qu'il change sa disposition spatiale. L'urinoir de la verticale passe à l'horizontale, inutilisable. Vous faites pipi dedans, ça coule de partout. Mais cette simple opération plastique a des effets cognitifs, c'est-à-dire que, en revanche, ça produit un régime de regard chez celui qui le regarde qui lui demande, au fond, de regarder cet objet différemment de l'attente sociale qui était construite par sa fonction dans une pissotière, etc. C'est un peu la même chose. On identifie le casque, mais sa position renversée détourne ou déconstruit le régime de regard qu'on pourrait porter sur ce casque. Et puis, en s'approchant, eh bien, il y a, ma foi, ces fragments de puzzle de différentes teintes de bleu qu'on n'identifie pas tout de suite. Hein, on imagine bien que ça fait du bleu. Peut-être qu'il faut aller jusqu'au cartel pour voir le mot sky et pour que, enfin, l'articulation de la pièce se construise pleinement. On ne va pas psychologiser les œuvres d'art, mais mettons. Alors là, j'enlève la casquette de l'historien parce que sinon je... est-ce qu'il n'y a pas... alors, pour elle, pour nous, spectateurs, ça n'a pas d'intérêt, mais pour elle, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui relève d'une forme de résilience? Ça la concerne, elle, éventuellement son psy, et son rapport à son histoire familiale. L'image qui est produite par cette pièce est quand même une transfiguration de l'image du trauma dont elle parle à plusieurs reprises dans ses entretiens, celle dans laquelle elle est dans ces montagnes pendant les bombardements de 1945 et où elle dit la seule chose à laquelle je me raccroche, c'est le ciel. Le renversement. Des casques anglais, bon, c'est des Américains, bon, on va pas... Alors, vous voyez, on est quand même dans un régime de langage qui est de l'ordre de la métaphore et qui essaye d'aller à l'os, c'est-à-dire peu d'éléments, articulés dans un espace avec un fort potentiel, soit visuel, soit sémantique, de manière à produire un sens qui est
assez immédiatement identifiables. Les œuvres de Yoko Ono ont ça de particulier qu'elles ne demandent pas, je dirais, une interprétation d'une sophistication extraordinaire. On a une entrée très simple, très facile dans ces œuvres. Et en même temps, il y a quelque chose qui fait image, qui est très fort. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une image commotionnelle, une image frappante, qui est là pour frapper l'esprit. Peut-être comme un koan zen est là pour frapper l'esprit du disciple, c'est-à-dire une phrase, un énoncé qui produit une expérience de pensée. Cette pièce de 1993, dont le titre traduit serait Espèce en voie de disparition, espèce 2319, 2320, 2321, 2322, c'est-à-dire non pas le chien, mais les 4 individus sur le banc, en prenant en 1996 la liste des espèces en voie de disparition et en la mettant là où elle en est. Ça, ce sont des œuvres plus tardives et c'est un vocabulaire auquel elle n'aurait pas volontiers souscrit dans les années 60. Dans les années 60, elle est dans le registre de la performance, de la musique expérimentale d'avant-garde. Les corps, quand il y a des corps, sont des corps en action. Dans Cut Piece, la fameuse performance dans laquelle elle invite les personnes du public à venir découper des parties de son vêtement, pièce saisissante dans laquelle quelque chose de l'ordre d'un paradigme féministe se lit, même si ce n'était pas forcément explicitement ça qu'elle voulait faire au début. Il n'empêche que toutes les féministes américaines des années 70 ont vu dans cette pièce la performance qui exemplifiait les violences faites aux femmes, la position de domination des femmes, la femme objet, etc. Et jusqu'à Peaches, hein, qui est une grande figure de la scène féministe ou post-féministe américaine, qui fait de l'électro-clash, etc., qui a rejoué cette pièce il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une pièce qui est encore revendiquée comme un moment important dans la théorie féministe ou dans l'art féministe, au même titre que certains ouvrages de Monique Wittig ou Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. C'est resté dans les annales. Et c'est resté aussi la pièce par laquelle on connaît le mieux Yoko Ono. C'est une des pièces les plus citées, les plus couramment montrées, voilà, c'est une des pièces les plus importantes de son panthéon, Cut Piece. Donc, elle revient à la figure dans un langage plastique qu'on n'a pas l'habitude de lui connaître, c'est-à-dire des sculptures anthropomorphes à l'échelle 1, en bronze, et qui font aussi tableau, qui font scène. Là, on est dans quelque chose qui, c'est même plus que faire image, on assiste à une scène. Une scène, ou plutôt une mise en scène, d'une condition qu'elle a connue et traversée, d'abord de manière joyeuse et de manière... c'est la condition diasporique. Alors la condition diasporique n'est pas forcément une horreur. Quand vous faites partie d'une grande famille aristocratique, que votre... oui, je crois qu'il n'y a plus de pile. Hein. Ah, je suis là. Quand... voilà. Le sang, on souffle, les esprits. La condition diasporique, c'est quelque chose d'important pour mon propos ce soir, parce que l'un des effets de la globalisation, c'est la démultiplication des diasporas, beaucoup contraintes, beaucoup subies, mais aussi des diasporas choisies, pas dans tous les milieux, hein. Les diasporas choisies sont
liés aux milieux les plus dotés de capital symbolique et de capital financier. Alors, elle a au fond connu un peu les deux. Avant 1946 et avant la déstructuration par l'armée américaine des avoirs du clan, c'est plutôt la vie aristocratique. On prend les grands transatlantiques pour aller à San Francisco. Voilà. Donc là, on goûte plutôt à la diaspora heureuse. Voilà. Et puis, dans les années 60, en rupture de ban avec sa famille, c'est plutôt la diaspora miséreuse, mais avec la jeunesse et l'allant de la jeunesse. La vie n'était pas franchement toujours facile pour les artistes new-yorkais à Soho dans les années 60. Machunas est mort d'un cancer de l'estomac en grande partie parce qu'il a mangé des boîtes de conserve qu'il essayait de vendre pour vivre, mais qu'il n'arrivait pas à vendre, donc il mangeait. Et il a passé 30 ans à manger des boîtes de conserve, ce qui n'est pas forcément très très bon pour l'estomac. Filiou, on connaît bien dans Fluxus, la plupart des artistes ont connu des moments de misère absolue. Filiou étant obligeant de se déclarer indigent à Villefranche-sur-Mer dans les années 60 pour faire soigner sa fille qui à l'hôpital parce qu'il ne pouvait pas... le bricolage, il se refilait les petits boulots, les plans, etc. La scène des avant-gardes qui est aujourd'hui dans des livres qu'on vend à Noël 70 €, écrits par des historiens de l'art bien assis, avec des belles reprographies en quadrichromie sur du papier glacé, et qui montrent ces artistes à cette époque-là avec des belles photos, avec les noirs et blancs qui appuient sur les contrastes. Mais ces gens-là, ils crevaient la bouche ouverte dans les années 60 à Soho. C'était la misère totale. Fluxus n'a pas eu non plus la postérité du pop art, d'un point de vue marchand. Fluxus, ça ne s'est jamais vendu. Ça a commencé à se vendre dans les années 90. Qu'est-ce que vous voulez vendre quand vous avez des gens qui font des petits machins dans des boîtes en carton, des éditions en papier qui vendent 10 $, et des pièces dans lesquelles il s'agit d'allumer une allumette ou dans lesquelles on vous propose... C'était quand même très difficile. Alors c'était voulu, bien évidemment, il y avait une vocation critique vis-à-vis du marché de l'art chez ces artistes. Bon, donc la condition diasporique, à la fois vécue dans son côté positif et négatif, le fait de devoir vivre aussi en allant d'un concert Fluxus à l'autre ou en allant d'une exposition à l'autre, aux États-Unis, au Japon, d'une ville à une autre, avec déjà des jeunes enfants, pas de travail, vraiment des choses pas très simples. Et puis le rejet, qu'elle a vécu très clairement, dès les années 40, le racisme des Américains vis-à-vis des Japonais, voire une forme de rejet de classe, dont elle a fait l'expérience aussi. Et dans le couple de stars qu'elle a constitué avec John Lennon, il y a quand même une image assez frappante. C'est le prolo devenu une star avec l'ancienne proche de la famille impériale devenue une artiste d'avant-garde sans le sou. L'inversion des biographies sociales et la co-construction d'un projet commun ne se lie pas uniquement à l'aune de l'amour qui pouvait se porter. Il y avait aussi un projet de vie derrière et un projet politique. Un projet d'abolition des rapports de classe et des rapports de routine sociale, des rapports de domination culturelle. Voilà. Et une attention donc à la fragilité du diasporique et la fragilité du clandestin,
du migrant, la condition de migrant. Finalement, elle a toujours eu cette condition de migrant, et c'est une condition qui est partagée par beaucoup d'autres artistes de Fluxus. George Maciunas, dont elle était assez proche, c'est un Lituanien voilà, qui a dû immigrer à cause de la guerre aux États-Unis. Donc c'est tous des gens qui ne parlaient pas anglais, qui ont dû apprendre à se faire une place dans cette société américaine, à se construire dans la langue, dans le rapport à la langue, dans le rapport... Robert Filiou, même combat, il quitte la France pour s'installer aux États-Unis et il doit se construire dans ce rapport à la langue et se construire un itinéraire, il devient économiste. C'est le cas de Nam June-paik aussi, coréen, qui est allé étudier la musicologie à l'université de Tokyo, la nouvelle université qui venait d'ouvrir, la fameuse université des arts ouverte par les Américains, dans laquelle il a fait sa thèse sur Schoenberg, et qui doit aux États-Unis se construire, se réinventer dans une langue et dans un rapport... voilà. Donc la condition diasporique est une condition subie de cette génération, mais c'est aussi un des ressorts des avant-gardes historiques. Revenons à Dada. Dada s'inscrit en faux contre et dans la guerre de 14-18. Dada se construit dans la guerre de 14-18 contre la guerre de 14-18. Qui est à Zurich dans les années 1915-1916 ? Lénine, les bolcheviks en exil, des jeunes gens en rupture de banc qui n'ont pas spécialement envie d'aller combattre sur le front côté allemand comme côté français. Et c'est d'une commune détestation et d'un commun rejet de la guerre, et notamment des discours rationnels et des modes de rationalité qui essaimaient dans toutes les sociétés européennes pour expliquer à l'Allemand qu'il fallait qu'il aille trucider à coups de baïonnette son voisin français et réciproquement. En Sorbonne et au Collège de France, on expliquait doctement pendant des heures, des gens très très bien, les raisons pour lesquelles la culture allemande était l'ennemi irréductible de la culture française et qu'il fallait l'annihiler. Et on faisait exactement la même chose à Berlin, ou en Prusse. Voilà. Donc c'est des jeunes gens en rupture de banc. Dada est d'emblée international. Il se construit en dehors de l'État-nation. Il se construit en dehors de la construction d'un art français, d'un art allemand, d'un art qui aurait une identité nationale, ce qui était encore très courant dans ces époques-là. On parlait d'art français. On parlait de la scène française, on parle de groupe français. Dada est résolument d'emblée multilingue. Almanach Dada, 1920, vous avez toutes les langues. Vous avez de l'allemand, vous avez de l'italien, de l'anglais, du français, du russe, du néerlandais, vous avez toutes les langues. Rien n'est traduit. Les néo-avant-gardes au Japon, à partir de la fin des années 40, comme aux États-Unis, à partir de la fin des années 50, sont qualifiés par les critiques de néo-dadaïstes. C'est ce qu'on dit de Gutai et de Ridehead Center et de différents protagonistes des happenings au Japon, entre la fin des années 50 et le début des années 60. C'est exactement la même étiquette que la critique d'art, mainstream, accole à Red Brooms, à Rauschenberg, à Klaas Oldenburg, à Alan Capro et à tous les membres de Fluxus. D'ailleurs, ce n'est pas pour déplaire à quelqu'un comme Maciunas, pour qui il y a deux grandes références, c'est le dadaïsme et le groupe LEF dans les années 1920 en URSS, c'est-à-dire le moment de relative lune de miel entre le pouvoir soviétique et les avant-gardes avant que ça tourne mal et qui demandent aux artistes d'avant-garde d'aller faire des portraits de Lénine à la chaîne. Et sinon, voilà. Donc il y a déjà, dans l'ADN des avant-gardes, dans la construction historiographique de ces groupes, il y a déjà ce ferment-là, qui va se marier avec l'expérience de vie de cette génération. Et ça va produire quelque chose de plus fort que dans les années 1910-1930.
Le surréalisme aussi était un mouvement internationaliste. Qui cherchait, mais le surréalisme est né, comme Dada, d'une opposition à la guerre. Donc, d'abord, Fluxus est un melting pot incroyable de nationalités. Des Allemands, des Italiens, des Anglais, il y a même des Espagnols, Tsar, Esther Ferrer par exemple. Vous avez des Lituaniens, un Coréen, une foultitude de Japonais. Je peux vous en citer quelques-uns. Takakao Saito, qui est né un tout petit peu avant Yoko Ono, en 1926, et grâce à laquelle elle va rencontrer George Maciunas dans les années 60. Mieko Shiomi, qui est né en 1938 à Yokohama. Il y a aussi Hayo, de son vrai nom Takao Lijima, qui est né en 1931 et qui lui a été, alors à un moment où Yoko Ono a pris un petit peu son indépendance par rapport à Fluxus, hein, elle a été un peu toujours en marge du groupe, comme Robert Filiou. C'était une individualité très forte, sans doute quand même quelque chose qui relevait de son éducation aristocratique. Hein. La logique de distinction fait que elle n'était quand même pas dans les logiques de groupe. D'ailleurs, elle n'a jamais appartenu en propre à des groupes, ni au Japon, ni aux États-Unis. Elle était toujours, oui, bah, appelez ça Fluxus si ça vous chante, moi ça ne m'intéresse pas d'appeler ça Fluxus, j'appelle ça autrement. Mais elle participait à toutes les activités collectives. Elle a produit des éditions des box, des Fluxbox avec George Maciunas. Voilà. Comme Brecht et Filiou, c'est-à-dire que c'était des figures marginales, qui n'étaient pas des chevilles ouvrières de la vie du groupe. Même quand Yoko Ono avait son loft à Soho, c'était sous son nom qu'elle organisait les événements. Donc il y a quand même cette... Et puis, Nam June-paik, voilà, c'est aussi quelqu'un qui transite par Yoko Ono pour passer du côté de Fluxus. Donc, si on prend les membres de High Red Center, qui était un membre à géographie plus variable, qui était un groupe d'activistes politiques qui faisaient des happenings, notamment un happening qui consistait à nettoyer une rue de Tokyo, alors en blouse blanche avec des masques blancs, voilà, nettoyer quasiment à la brosse à dents, mètre par mètre, toute une rue de Tokyo. On est tout début des années 60, la métaphore politique est assez évidente, hein, dans un moment où il y a beaucoup de manifestations étudiantes. Ce n'est pas encore les mai 66, 68 au Japon, mais le pacifisme japonais. Il y a aussi une génération qui fait un procès à ses aînés, comme dans tous les pays dans lesquels il y a eu la guerre et la collaboration en France ou en Allemagne. Hein. C'est-à-dire c'est une génération qui dit... vous êtes comptable de ce qui est arrivé à la société japonaise, on va vous en mettre plein la figure. Et ils y vont. Comme les actionnistes viennois en Autriche, qui sont tous des enfants de la guerre aussi. Otomul a été engagé de force dans la Wehrmacht, il s'est battu à 17 ans sur le front de l'Est. Pas oublier ça. Donc quand les actionnistes viennois chient sur le drapeau autrichien, dans une performance dans les années 60, il y a des raisons. Ce n'est pas un simple geste potache. C'est que, à la différence de l'Allemagne, l'Autriche a été déclarée victime de guerre. Parce que les États-Unis ont besoin d'une Autriche forte devant le noyautage des différents pays à l'Est et les pays qui tombent tous dans l'escarcelle de l'URSS. Donc, ils ont besoin surtout qu'il n'y ait pas trop un aggiornamento politique, etc. Donc, le même pouvoir qui servait sous le nazisme reste peu ou prou en place, à la différence de l'Allemagne, dans lequel là, il va y avoir un immense déballage sur plusieurs décennies, avec des procès et une tension dans la société, et notamment dans les années 60, entre les deux générations, très très forte et très violente. Alors, voilà, il faut ressaisir tout ça dans le travail de Yoko Ono. Et dans les années 90, c'est aussi le moment
où elle réalise cette série qui s'intitule Family Album. C'est toujours assez ténu dans les formes. Des escarpins en bronze, des lunettes typiques des années 30, maculées de quelque chose qui figure du sang, qui pourrait être des escarpins d'une femme aristocratique des années 30, une mère peut-être, un père. Son père portait exactement ce type de lunettes. C'est Family Album. Vous en avez des exemples dans l'exposition. Ce sont des objets qui relèvent d'une espèce de quotidien domestique, c'est-à-dire de l'environnement de vie de Yoko Ono. Donc ce sont aussi une œuvre de la réminiscence. Et on sent que dans les années 90, il y a un basculement dans son travail. Elle essaye de travailler sur des formes de réminiscence, c'est-à-dire qu'elle revisite le trauma de la guerre, elle remet en jeu dans des œuvres, de manière explicite, cette espèce de trauma. Et c'est voilà, des œuvres assez poignantes. Ce que je vous ai dit sur sa mère rééclaire aussi sous un autre jour cette œuvre qui s'intitule My Mommy's Beautiful, dans laquelle elle invite les gens à dire tout l'amour qu'ils portent à leur mère de manière participative. C'est vrai que ça fait un peu cuculapraline, gnangnan, rose, etc. Mais elle doit sa vie à sa mère. Son père était prisonnier. La mère de Yoko Ono a fait preuve d'une... elle était toute seule, avec plusieurs enfants, à se débrouiller. Elle avait... l'épisode que je racontais le plus connu, hein, elle a vendu une machine à coudre allemande contre 60 kilos de riz. Elle était dans un environnement dans lequel tous ses privilèges de classe avaient disparu. Et elle a tenu pendant 2 ans. Elle a tenu. Elle a permis à la famille de survivre, malgré la malnutrition, malgré en vendant au goutte à goutte les objets de la famille, en troquant contre du riz, contre des habits, contre... c'est aussi une femme qui était une femme de son rang. C'est par elle qu'on est du côté du clan Yasuda, mais elle était dominée par son mari. Dans la structuration familiale japonaise de l'époque, elle était soumise au voyage de son mari, au changement de vie, etc. C'est un hommage fort aussi d'une femme, Yoko Ono, qui n'a pas été la moitié d'une féministe et qui remet en lumière aussi tout ce qu'elle doit à sa mère. Alors, j'y ai pas du tout été chronologique parce que je ne voulais pas qu'on voit ça avant de voir les œuvres sur la famille, l'album de famille ou l'œuvre avec les casques. Quand Yoko Ono et John Lennon se lancent tous les deux à la fin des années 60 dans une action au long cours contre la guerre du Vietnam, ils le font en phase avec la plupart des révoltes étudiantes et des révoltes de la jeunesse de l'époque. Ils en sont presque des porte-parole parce que John Lennon et Yoko Ono aussi est déjà très connu dans le monde du rock. Ce sont déjà des icônes, des stars du rock'n'roll. Or, le rock'n'roll est déjà un pied de nez générationnel d'une génération vis-à-vis des codes, des structures sociales du monde d'avant, entre guillemets. Ce qui est intéressant dans cette action, c'est qu'il remobilise des stratégies qui viennent de la performance, de l'event, du happening, à des fins politiques. Ils l'ont fait, eux, en étant à la fois des artistes, parce que John Lennon était aussi un artiste associé à Fluxus, et des militants. Là, ils le font de manière militante. Le jeune Cohn-Bendit, en 68, l'a fait en repiquant au situ, au happening de Jean-Jacques Lebel, dont il avait pris connaissance grâce au séminaire d'Henri Lefebvre à Nanterre de 66 à 68. Et croyez-moi que le mouvement du 22 mars, ils ont bien compris tout le parti qu'ils pouvaient tirer de ces œuvres d'art dans lesquelles on produisait des actions, on construisait un environnement d'objets avec des énoncés,
et comment on pouvait renouveler le vocabulaire de la contestation politique à nouveau frais grâce à ce type de dispositif. Donc, il y a une série de 3 bed-in qui ont eu des durées variables. Le premier était à Amsterdam, il a duré 2 jours. Je crois que ça, c'est une image du bed-in à Montréal, qui s'est accompagné d'une immense campagne publicitaire, d'une immense campagne de publication dans toutes les villes du monde, où était diffusée cette affiche en noir et blanc, War is over, if you want. Il y a un sous-titre, War is over, if you want. On est en pleine guerre du Vietnam. L'opinion américaine n'a pas encore basculé. Elle va basculer avec la télévision en couleur et la vue du sang. Enfin, elle bascule plutôt dans les années 70. Pour l'instant, la contestation vient essentiellement de la jeunesse. Et à Times Square, à Paris, à Tokyo, à Londres, vous pouvez, en marchant dans la rue, vous retrouver nez à nez avec une immense affiche en noir et blanc, frappée de ce slogan « War is over », en énorme, avec en sous-titre, en plus petit, « If you want ». Et puis, il y a un petit liseré en bas qui dit « Yoko Ono et John Lennon vous souhaitent un joyeux Noël ». C'est une campagne d'affichage qui accompagne le Noël 1969. Alors, ça a été des gestes politiques, avec une dimension, un vocabulaire artistique, mais d'abord des gestes politiques. Ils sont retravaillés, par exemple, dans des œuvres plus tardives. Cette installation s'intitule War is Over, elle date de 2012. Elle a été construite à la Serpentine Gallery. Je vous en parle parce que ce n'est pas tout à fait le même dispositif que l'œuvre avec les 3 tas de terre que vous avez ici au musée. Vous avez devant chaque tas de terre ici un texte qui fait référence aux exactions contre les femmes. Là, vous avez un texte qui assigne à chaque tas une identité country A, country B, country C, pays. Et puis, war is over. Avec tout ce que peut connoter ce tas de terre, le tumulus, la tombe, que sais-je encore, en tout cas, ce n'est pas vraiment un endroit où pousse quelque chose pour l'instant. Il peut y avoir de la germination ailleurs dans l'exposition. Là, c'est plus positif. Là, c'est plutôt, voilà, qu'est-ce qu'on a enterré, qu'est-ce qu'on a recouvert, puisqu'il y a une protubérance, qu'est-ce qui est recouvert. C'est encore, et ça a traversé toute son œuvre, une œuvre dans laquelle se lit une espèce de pacifisme qui n'est pas babacool, qui est un pacifisme radical. Elle est radicalement pacifiste. C'est-à-dire que la guerre, pour cette génération, n'est jamais une solution. C'est toujours une erreur. Les débats sur la guerre juste ne les ont jamais touchés. La guerre est toujours, par nature, injuste et la dernière des choses à faire. Il y a une œuvre qui vous accueille à l'entrée du musée d'art contemporain. Ici, je vous montre une mise en œuvre à Sydney, au musée de Sydney en 2014. C'est ce fameux agencement collage qui peut prendre, en fonction des espaces d'exposition, en fonction de l'ampleur qu'elle veut donner à cette installation, soit plusieurs murs, soit un seul mur. Collage qui fait se superposer indépendamment de toute espèce d'ordre géographique des représentations cartographiques de différentes parties du monde, avec leur subdivision nationale. Et puis, en général, à proximité, vous avez une série de tampons et, avec de l'encre, et elle vous invite à venir tamponner les cartes, à les frapper d'un certain nombre d'énoncés. Ici, ce que j'ai vu, c'est ce tampon-là, Imagine Peace, qui a été un slogan typique de la contre-culture des années 60, que Yoko Ono et John Lennon ont mobilisé dans leurs chansons, dans leur travail en permanence. Je pense à la chanson Imagine de John Lennon, etc.
et vous pouvez frapper la pièce jusqu'à la maculer d'énoncés qui viennent se superposer au titre au nom des villes, au nom des capitales, voire aux frontières, et peut-être que à l'issue de l'exposition, on ne distinguera plus qu'un fond cartographique indifférencié, frappé d'une multitude d'énoncés dans lequel le mot paix se essaimerait comme ça de manière rhizomatique dans l'image. Alors, la dimension participative de Yoko Ono, il ne faudrait pas y voir qu'une dimension un peu populiste, ludique, etc. Si on a pour ambition de faire des œuvres d'art, des expériences de pensée de nature à transformer notre rapport au monde, il faut que la participation ne soit pas la substantialisation d'une interaction sociale, mais quelque chose dans lequel les gens prennent part et que l'activation, enfin le dispositif dans lequel ils se mettent change pleinement l'œuvre dont il s'agit. Et là, c'est peut-être une difficulté de l'œuvre de Yoko Ono, c'est que c'est peut-être plus facile de prendre part à ces changements de pensée quand je vous ai raconté tout ce que je vous ai raconté, ou alors d'y prendre part quand on est encore dans les années 70 ou dans les années 90, ou quand l'exposition a lieu en Bosnie-Herzégovine ou dans un endroit qui est frappé, marqué par l'expérience de la guerre, ou dans lequel il y a quelque chose, un rapport explicite à la guerre. C'est plus difficile avec le temps, c'est plus difficile avec des publics qui sont coupés de cette histoire. Les générations de la guerre, il n'y a plus que les gens de 80 à 90 ans qui ont fait l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. C'est la dernière génération. La génération d'après est encore très consciente de ça. Dans les biographies familiales, c'est très structurant. Pour ma génération aussi, pour mes enfants, par exemple, c'est plus compliqué. Plus compliqué de se représenter la Seconde Guerre mondiale, de se représenter ces choses-là. Ça devient assez abstrait pour eux. On a peut-être une possibilité de renouer le fil de cette histoire à travers ces œuvres-là. Et ces œuvres-là, on pourrait très bien les imaginer, non pas comme des documents d'historiens, mais comme des œuvres qui font histoire, c'est-à-dire qui écrivent de manière très subjective un certain rapport à cette histoire. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il s'agit de prendre ces œuvres au sérieux et de voir en quoi elles peuvent nous raconter une histoire artistique du monde social. L'œuvre de Yoko Ono peut nous raconter le monde tel qu'elle l'a traversé de 1933 jusqu'à nos jours. Il est habité de toutes ces tribulations, de tous ces enjeux. Et jusqu'au Wish Tree, dont j'avais déjà parlé, c'est cette même image que j'avais proposée, mais je n'avais pas passé beaucoup de temps. Alors, le Wish Tree, il y a encore cette idée que, comme toujours chez Yoko Ono, il y a une performativité du langage. C'est-à-dire qu'il y a une puissance d'agir du langage. Le langage n'est pas neutre. Écrire quelque chose, prendre parole, engage toujours le locuteur qui produit cet acte de langage et produit toujours une transformation, produit toujours un échange qui n'est pas un strict transfert d'informations neutre, le déplacement de ce message, le déplacement de cette parole. Dans le déplacement lui-même, il y a déjà une transformation. Dans la réception, il y a déjà une transformation. Et la parole est agissante. Et chez Yoko Ono, il n'y aurait pas autant de langage si elle n'avait pas acquis la certitude très tôt dans son travail que le langage est performatif, qu'il y a une puissance d'agir du langage. Qu'il soit manuscrit, qu'il soit tapuscrit, qu'il soit écrit. Cette puissance d'agir chez Yoko Ono, il y a aussi une intelligence de la forme langagière, et notamment la réduction. Elle va vers des formes d'écriture extrêmement réduites, dans lesquelles elle réduit à des phrases, à des sentences,
qui s'apparentent à des épigrammes, qui s'apparentent presque à des koans, dans lequel, en peu de mots, elle produit des effets sur le lecteur assez importants. Que peuvent devenir tous ces wish trees, tous ces messages de vœux? On vous dit faites un vœu, écrivez-le sur un petit bout de papier, ce que vous pouvez faire en ressortant côté cinéma UGC. Il y a le wish tree à l'extérieur. Et puis vous allez venir le déposer sur l'arbre à vœux. Et puis vous pouvez demander à d'autres de venir faire un vœu, des amis, etc. etc. Qu'est-ce qui reste de cette œuvre-là? D'abord, une espèce de signal visuel dans l'espace public. Des petits arbustes, parce qu'il faut que ce soit quand même à hauteur d'accrochage, qui sont chargés parce que les branches peuvent plier, chargés d'un certain nombre de vœux. Le rapport à cette œuvre, il est double. À la fois, le vœu est une espèce d'horizon qui commande à être accompli. Le vœu demande une forme de réalisation, comme les partitions de Yoko Ono, les partitions verbales, demandent une forme de réalisation. Ce n'est pas juste un énoncé. Elles suscitent une appropriation. Elles suscitent d'être agi. Le vœu a aussi cet enjeu-là de manière extrêmement commune. Quand on fait les vœux, bon, alors il y a différents types de vœux. Il y a le vœu qu'on sait qui est impossible à réaliser, mais qui a quand même une puissance d'agir dans le sens où il y a de la réassurance, ou alors il ouvre une perspective et il donne une dimension positive à une trajectoire de vie, etc. Et puis il y a aussi les vœux qui sont comme des buts qu'on se fixe. Voilà. Le vœu est rarement un mauvais vœu. Le vœu est toujours du côté d'un méliorisme social, d'un méliorisme moral, mais sans être moralisateur pour autant. C'est un vœu qui est assumé individuellement. Donc, quand on écrit, on est déjà dans ce rapport-là. On rentre dans quelque chose qui, au fond, est déjà de la logique de l'event. Le vœu relève de la logique de l'event. La deuxième chose, c'est qu'après, on va regarder ce qui s'est écrit. Et là, on rentre dans cette dimension de l'œuvre de Yoko Ono, qui est cet espace éthique qui est construit par l'interaction humaine, par l'échange, ce que a très bien théorisé Jürgen Habermas dans l'agir communicationnel. C'est-à-dire que l'œuvre, dans sa saisie, dans sa lecture par autrui, produit un échange, cet échange produit des transformations, et c'est la construction de cette interaction qui transforme le monde petit à petit, comme une boule de neige. Alors, ça, la condition diasporique, et puis cette idée de produire des œuvres qui sont lisibles dans toutes les situations les plus locales. Cette œuvre-là, vous pouvez la montrer n'importe où dans le monde, elle fonctionnera de la même manière. C'est facile. Si vous êtes en France, les gens écrivent majoritairement en français, sauf peut-être les touristes qui vont écrire un peu en anglais, un peu en allemand. Vous le faites au Japon, ce sera en japonais. Donc ça marche. Pareil pour les post-it. Les instructions sont simples, l'activation est simple, et ça produit toujours une forme. Vous avez les trois ingrédients qui font que l'œuvre de Yoko Ono a une dimension globale. La dimension globale de l'œuvre, c'est cette idée que l'œuvre est rentrée dans un mode d'existence dans lequel elle sera montrée, vue, dans des situations sociales extrêmement différentes, nombreuses, voire dans des situations locales qui sont elles-mêmes traversées par des dynamismes pluriels. Et qu'il est très difficile de présupposer un spectateur qui arrive chargé d'un savoir. L'œuvre de Yoko Ono a ça de particulier que
on peut venir chargé d'aucun savoir. Dans l'œuvre de Yoko Ono, vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire de l'art, vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire des avant-gardes. On a une préhension, une rentrée dans l'œuvre qui est extrêmement directe, extrêmement simple. Et ça, elle a toujours défendu cette idée-là. C'est une manière d'éliminer les distinctions sociales dans le rapport aux œuvres d'art et dans la fréquentation des œuvres d'art. Longtemps dans l'histoire de l'art, la fréquentation des œuvres d'art a été réservée aux élites, qui non seulement avaient le capital culturel, c'est-à-dire la connaissance historique, qui leur permettait de déchiffrer les œuvres, de déchiffrer notamment les discours, le discours caché, l'allégorique. Voilà, aujourd'hui, il faut expliquer aux gens, quand on regarde des œuvres de la Renaissance, comment repérer Saint Jean de tel autre saint parce qu'ils ont tel attribut, etc. Dans un monde sécularisé, la plupart des gens n'ont plus tout à fait les codes, à moins d'être des chrétiens pratiquants, pour repérer, et encore, les codes ont changé, hein, on ne vit plus en Italie au XVIe siècle. Donc, chez Yoko Ono, il y a aussi cette ambition de produire des œuvres qui seront toujours directement accessibles, quel que soit l'âge, il faut peut-être savoir lire, quelles que soient les biographies des individus qui sont en face, qu'ils soient dotés d'un capital culturel extraordinaire ou pas, dans une forme de rapport direct que ces œuvres ont en commun avec ce qui était aussi dans le rock'n'roll, c'est-à-dire un rapport direct, corporel, investi dans le rapport à la musique. Voilà, c'était un aspect presque populaire, entre guillemets, de l'œuvre d'art. Alors, populaire et piégeux, hein, il ne faudrait pas que j'emploie cet adjectif, parce qu'il y a pop, il y a les cultures populaires, c'est peut-être encore autre chose. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de culture populaire chez Yoko Ono, peut-être pas, peut-être dans Yoko Ono Band, dans cette partie rock davantage que dans son travail. Alors, voilà un petit peu où je voulais en venir au terme de cette séance, au cours de laquelle j'aurais été peut-être un peu moins historien de l'art et un petit peu plus historien. Et j'ai essayé de tenir mes trois ambitions, c'était à la fois de remettre en perspective et de revaloriser la dimension historique et notamment le rapport à la guerre de toute cette génération, qui est très important, sans quoi je pense qu'on ne comprend pas très bien Fluxus, de la même manière que, de mon point de vue, on ne peut pas comprendre Dada sans la guerre de 14-18. C'est dans la guerre de 14-18 que naît Dada, c'est dans la guerre de 39-45 que naît Fluxus. Et c'est dans cette guerre-là que Yoko Ono est né, versant japonais. Voilà, comme Beuys c'était versant allemand et Filiou versant français, eh bien il n'empêche qu'ils ont quand même réussi à construire ensemble des choses. L'un était dans la Luftwaffe, l'autre était dans les maquis FTP. Celui qui a été le premier à sortir Filiou de la misère, c'est Joseph Beuys, qui l'a invité à l'Académie de Düsseldorf à enseigner et à produire des workshops dans les années 70, tout en sachant pertinemment qui il était, qui le jeune Filiou avait assassiné dans les années, c'est-à-dire les officiers nazis, dont il était l'un des... Voilà, c'était un tueur FTP dont le rôle était de liquider des collabos et des officiers de la Wehrmacht en goguette dans des bars le soir. Et le rôle de Joseph Beuys, c'était de mitrailler les Russes sur le front de la Crimée, dans son Stuka. Et Joseph Beuys a été un cofondateur du Parti vert et un pacifiste très, 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 très fort aussi. Et c'est commun à tous les artistes de Fluxus, avec une petite particularité drôle, c'est que l'armée a énormément contribué, sans le savoir, à l'économie de Fluxus. Machinast était graphiste pour l'armée, et sa paye était intégralement reversée au profit des activités de Fluxus. Emmett Williams était traducteur dans l'armée, si ma mémoire est bonne. Ben Patterson, qui était noir, c'était avant la lutte pour les droits civiques, donc il y avait encore une forme d'apartheid aux États-Unis, n'avait pas de philharmonique dans lequel jouer, donc il a fini à l'armée en Allemagne, où ils acceptaient les Noirs dans l'orchestre de l'armée. Donc l'armée a beaucoup financé ses activités.
l'armée a financé beaucoup d'activités artistiques d'avant-garde à Tokyo dans les années 50, début des années 60, l'armée américaine. Le GI Bill a permis à certains de ces étudiants ont suivi les cours de John Cage à la New School for Social Research, donc des cours de musique expérimentale avec John Cage, payés par l'armée américaine. Voilà. Il faut quand même des choses assez drôles dans le... Et de mon point de vue, ce ferment et la longévité de Yoko Ono, sa starification aussi, ça a été une des premières stars de l'art contemporain via le rock'n'roll. Et aujourd'hui, le régime de starification est bien ancré dans les mœurs de l'art contemporain, pour le meilleur et pour le pire, souvent pour le pire d'ailleurs. Mais je dirais que dans sa trajectoire de vie, elle a anticipé beaucoup des conditions de diffusion de l'œuvre d'art, des conditions sociales de l'artiste qui sont celles auxquelles sont confrontés n'importe quel étudiant qui sort aujourd'hui d'école d'art et qui veut devenir artiste. Travailler en contexte plurilingue, ne pas s'enfermer dans des logiques territoriales parce que voilà, il sait que s'il veut que ça marche, il va falloir qu'il aille exposer un peu à droite à gauche, voire se construire dans d'autres pays, rentrer dans des logiques de diffusion dans lesquelles les œuvres circulent. Donc il faut penser à des œuvres qui puissent circuler. Ça transforme le rapport à l'art aussi. J'en termine là, je vous remercie, j'ai été un peu bavard, mais néanmoins, je suis prêt à répondre à toutes vos questions, sauf celles pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Alors en effet, on a un petit peu débordé le temps qu'on avait prévu, mais si certains doivent filer, profitez-en, n'hésitez pas. Mais si vous avez des questions, j'ai là un micro. Bon, il semblerait que tu aies été limpide. J'ai assommé, pardon. Alors, je vais faire un peu de pub pour la 3e monoclasse. Je vous assommerai moins parce que j'aurai un comparse. L'idée, c'est de construire un dialogue avec Charles Dreyfus, qui est de la génération bien avant la mienne, donc qui a été à la fois un acteur de Fluxus, un témoin de Fluxus et un des premiers historiens de Fluxus. Ce qui est une position très inconfortable pour les gens de sa génération, qui étaient à la fois dedans et qui devaient essayer d'avoir le recul pour construire le rapport aux archives, etc. Mais il a bien connu George Machiunas, la scène new-yorkaise dans les années 70, Yoko Ono un peu plus tard dans les années 80. Et lors de cette 3e monoclasse, je vais construire un entretien avec lui. Il a une connaissance que notre génération n'a pas, c'est-à-dire une connaissance dans le détail de ce qui s'est passé chaque mois, chaque seconde, pour tous ces artistes-là, une connaissance assez encyclopédique. Et il aura sans doute un angle sur l'œuvre de Yoko Ono que je n'ai pas encore. Il ne m'a pas encore dit quel était son angle, mais voilà. Et puis dans les autres propositions culturelles, il y a aussi toute la partie rock. Voilà, Yoko Ono, c'est une icône de l'histoire du rock expérimental. Bon, moi, je ne suis vraiment pas qualifié pour traiter de ces questions-là, mais je sais qu'il y a un critique de rock là, qui doit venir faire un topo sur la question. Je pense que ça peut être très, très intéressant. Voilà. Bonne soirée. Et comment il s'appelle, le critique de rock ? Ah voilà, Stéphane Davet. Le 15 juin. J'ai une toute petite question qui serait peut-être un peu longue à étayer, mais je voudrais savoir si le rapport de l'œuvre de Yoko Ono entre l'espace public et l'espace privé découlerait plus d'une influence, on va dire, des féminismes des années 70,
par exemple Martha Rosler qui elle travaille beaucoup sur ça à travers la guerre, ou décollerait plus en fait de l'aspect culturel et pamplemousse en fait qu'elle peut avoir. Je vois très bien la question. Alors, il me vient tout de suite une réponse qu'elle a eue dans un entretien, je ne sais plus avec qui, mais dans lequel elle parle très clairement de ça. Elle dit, dans cette dialectique, il y a aussi quelque chose qu'elle remobilise spatialement et qui vient de la maison japonaise. La maison japonaise, dans laquelle il y a des panneaux de papier, dans lequel aucun espace n'est assigné à une fonction, dans les maisons japonaises traditionnelles, entre guillemets, et dans lequel il y a une série de sas qui médiatisent le passage de l'intérieur vers l'extérieur, y compris avec des atténuations de lumière, etc. Donc dans cet entretien, je ne me souviens plus, elle parle de ça. Néanmoins, le rapport à Martha Rosler, elle est quand même plus âgée que Martha Rosler et elle démarre sa carrière plus tôt. Et elle est plutôt une pionnière du féminisme par rapport à Martha Rosler qui arrive quand même beaucoup plus tard. Mais il est très clair que dans Fluxus, celui qui a amené l'idée de produire en public des choses qui relèvent de l'espace privé, c'est Ben. Ça transite en 63 par Mashunas qui vient voir Ben à Nice en 63 et qui va ramener dans Fluxus cette dimension, on fait des performances à l'extérieur. Parce qu'avant 65, avant que Mashunas arrive et dise hey, « mais c'est génial, en fait, on peut faire comme ce qu'on a fait à Nice avec Ben, on a fait ça sur le Vieux-Port, on a fait ça sur la promenade des Anglais, c'était super. » L'ensemble des activités Fluxus de type concert, etc., se passaient dans des espaces intérieurs. Salle de concert, galerie, loft, qui étaient, dans le cadre des lofts, soit des espaces privés, donc dans lequel, si vous voulez, la dialectique du privé public extérieur jouait peut-être moins. Et 65-66, c'est les premières performances à l'extérieur. Évidemment, ça change tout. Public accidentel, des gens qui passent dans la rue, ça change toutes les interactions avec les gens. Alors, chez Yoko Ono, je ne crois pas qu'elle... sinon, à travers ses activités avec High Red Center au Japon, plutôt dans les années 60, mais je ne crois pas qu'elle théorise ça comme ça. Mais elle le pratique. Je pensais plus à... Oui, bien sûr. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Oui, oui, je pense. Ah oui, les collages, etc. de Martha Rosler dans lequel elle fait rentrer dans les magazines féminins. Ah oui, c'est pas mal ça. Bah, j'y avais pas pensé. Merci. C'est un bon. J'ai jamais réfléchi. C'est pas mal comme point de comparaison. Oui. Oui. Alors ça, c'est plus la maison japonaise avec les diffractions de lumière et le côté un peu labyrinthique. Dans la culture asiatique, justement, on n'a pas les mêmes notions que dans les cultures occidentales de l'espace privé et l'espace public. Ouais. Oui, moi j'ai un étudiant qui avait bossé sur les concepts de vide au Japon. Je crois qu'il est arrivé à 9 conceptions du vide différentes, extrêmement compliquées. Et alors là, vraiment, je ne sais pas, moi je ne suis pas qualifié, hein, ça va poursuivre en mémoire, mais il y a un catalogue qui s'intitule The Third Eye de Barbara Munro, qui est conservatrice du département des arts asiatiques au Guggenheim, qui a fait une grande exposition sur les rapports entre le sud-est asiatique, religion, philosophie, pensée, littérature, peinture on va dire de l'Extrême-Orient et l'art américain du 19e siècle jusqu'à la période Yoko Ono. Alors là, il y a des articles assez intéressants par des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi, qui connaissent beaucoup mieux le bouddhisme zen, le shintoïsme. Et puis c'est une histoire un peu ancienne, hein.
ces interactions. On connaît en France la mode du japonisme qui a eu beaucoup d'importance dans l'émergence de l'Art nouveau, par exemple. Le vocabulaire plastique de l'Art nouveau avec la figure du coup de fouet, cette espèce de vitalisme de la ligne, c'est quelque chose qui est imaginé par l'Art nouveau curvilinéaire européen, mais qui puise abondamment dans l'iconographie des estampes japonaises qui arrivent. Il y a une mode pour les estampes japonaises dans les 2 dernières décennies du 19e siècle. Donc il y a des échanges comme ça. Alors là, il faudrait vraiment aller de manière plus subtile dans les interactions visuelles. Et puis Yoko Ono n'en parle pas vraiment. Moi, dans ce que j'ai lu d'elle, pas tout lu, hein, mais il y a cette histoire de la maison japonaise. C'est jamais formulé très clairement, mais c'est un bon angle à travailler. Merci de la question.